Nous sommes ensuite catapultés à l'ère contemporaine où une certaine Lucy subsiste en vendant des supercheries affectives sous les traits d'une soi-disant marieuse new-yorkaise. Sa boîte arbore le nom écœurant de Mièvrerie Adore, une enseigne qui provoque un haut-le-quart authentique pour une manœuvre commerciale d'une telle froideur. Lucy excellerait dans sa combine, parvenant à embobiner une procession de clients aux abois pour les appareiller comme du bétail. Elle se heurte cependant à un obstacle colossal avec une cliente nommée Sophie, une femme qui s'avère être un dossier particulièrement ardu. Sophie a subi une litanie de rendez-vous avec des types qui n'éprouvent strictement aucun intérêt pour elle, ce qui n'étonne rigoureusement personne. Fatalement, Sophie érige des standards absurdement inaccessibles pour un compagnon et se retrouve perpétuellement exaspérée par les issues inévitables. Elle gêne continuellement à propos de sa succession de rancors calamiteux, une retombée directe de sa décision de sous-traiter son avenir sentimental à un algorithme corporatiste. Lucy essaie de la calmer avec du charabia managérial insipide, prétendant piteusement que ces hommes cochent bon nombre de cases. C'est sans conteste la manière la plus aseptisée, la plus dénuée de ferveur et la plus à t'enculer l'âme de dépeindre un partenaire humain potentiel que l'on puisse concevoir. De retour à l'agence, la chef de Lucy, Violette, orchestre une sauterie pour un autre pigeon qui a été brillamment conduit vers l'hôtel. Il se félicite ouvertement que le 9e client de Lucy ait été contraint par la culpabilité de paraffer un engagement à perpétuité le week-end précédent. À l'extérieur, Lucy déverse sa frustration concernant le fiasco Sophie sur son amie et collègue Daisy. Elle pérore aussi sur ses propres exigences chimériques quant au calibre de l'homme qu'elle s'imagine bêtement mériter. Ensuite, Lucy s'incruste par le truchement de son carnet d'adresses au mariage de sa cliente Charlotte, considérant cette cérémonie sacrée comme une vulgaire occasion d'affaires. Elle ne tarde pas à jouer les prédatrices au sein de la foule, tentant de transformer d'autres femmes en prospects en plein milieu de la réception. La demoiselle d'honneur de Charlotte est contrainte d'aller quérir Lucy car la future épouse est au cœur d'un putain de pétrin prénuptial. Lucy trouve Charlotte paralysée par l'anxiété prénuptiale, se sentant écrasée par la fortune indécente que ses parents ont putanement dilapidée pour cette fiesta. Lucy, la gourou autoproclamée des affaires de cœur, a le putain de toupet monumental de lui demander pourquoi elle songe ne serait-ce qu'à épouser son fiancé Peter. Charlotte débite la justification la plus lamentable et la plus à la con pour une union qui ait jamais été proférée par une bouche humaine. Elle affirme que son mobile premier est de faire écumer de rage sa sœur, un motif d'une petitesse si abyssale qu'il dépasse l'imagination. Elle est intimement persuadée que Peter surclasse le mari de sa frangine, ce qui lui octroie une victoire dérisoire dans une rivalité sororale fantasmée. Dans un instant de manquement professionnel ahurissant, Lucy entérine ce prétexte comme un motif tout à fait valable pour se lier à un autre être humain. Elle accorde à cette union sa bénédiction pleine et entière, reposant exclusivement sur ses fondations de merde bâties de malveillance et de petitesse concurrentielle. Contre toute attente, cette harangue de motivation à la con réussit on ne sait comment à galvaniser Charlotte pour qu'elle aille au bout de cette putain de cérémonie grotesque. Et voilà comment Charlotte et Peter convolèrent, érigeant leur futur commun sur un piédestal de pure méchanceté brute. Au cœur des festivités, Lucy est abordée par le frère de Peter, Harry, un individu dont la beauté n'est égalée que par sa propre conscience suffisante de l'être. Il a surpris ses agissements de charognarde un peu plus tôt et pour un motif déroutant, se découvre entièrement subjugué. Puis au moment où ils amorcent un contact, Lucy est pétrifiée par la vision de son ex, John, distribuant des boissons tel un simple serveur. Ces retrouvailles s'inscrivent comme une jeune de premier choix, un moment de malaise suprême pour tous les protagonistes. Elle s'éclipse ensuite dehors pour griller une clope avec John, où ils s'adonnent au rituel embarrassant de la mise à jour de leurs existences respectives. On apprend qu'il court toujours lamentablement après son rêve illusoire d'acteur, n'ayant absolument rien branlé de concluant depuis leur rupture. Lucy vire alors sur le champ, se faufilant à nouveau dans la réception pour tendre sa carte de visite à Harry, fidèle à sa nature d'arrivite sans scrupules. Harry, parangon d'arrogance sur pattes, statue qu'il ne l'appellera qu'à la seule condition qu'elle lui accorde une danse au préalable. Elle obtempère sans broncher, livrant un spectacle privé au malheureux John qui doit assister à la vision de son ex se trémoussant contre un connard pété de thunes. Plus tard, endossant le rôle du parfait gentleman, John dépose Lucy chez elle dans sa merde de taco lamentable. Ceci amorce un retour en arrière sur un précédent anniversaire merdique partagé à Manhattan, une réminiscence sutant le conflit. Ils s'engueulaient car John, étant sans le sou, avait opté pour la conduite jusqu'au restaurant plutôt que de héler un putain de taxi. Il essayait de prendre une décision financièrement sensée, mais Lucy a totalement méprisé son raisonnement, qu'elle jugeait manifestement pitoyable. Elle s'extirpe du véhicule et déclenche une crise de nerfs théâtrale au beau milieu du trafic, une démonstration magistrale de l'art de se croire tout permis. Lucy confesse comprendre que ses états d'âme sont de la merde, mais elle exècre par-dessus tout la précarité commune qui caractérise leur relation.
Cette unique scène immortalise son personnage en une vénale qui favorisera systématiquement l'opulence au détriment d'un authentique lien humain. Retour au temps présent, Lucy se réattelle à sa tâche abétissante consistant à administrer son catalogue de clients masculins. Chacun d'eux convoite précisément la même chose, des femmes jeunes et jolies, de simples trophées parfaitement interchangeables. Sans surprise, elle entame une liaison avec Harry, le spécimen nanti du mariage. Il la promène dans une kyrielle de restaurants tape à l'œil, étalant son opulence comme si elle pouvait pallier une absence de personnalité. Le monologue intérieur de Lucy avance que Harry représente le Graal absolu pour la majorité des femmes, invoquant son physique passe-partout, son charisme et sa richesse indécente. Elle livre ensuite une démonstration magistrale de fausse modestie, insinuant qu'un homme de son rang ne devrait logiquement éprouver aucun intérêt à son égard. Harry rétorque avec une réplique de séduction transparente et bourrée de foutaise sur le fait d'être séduit par sa vision du monde et sa valeur intrinsèque. C'est une banalité honteusement manipulatrice et pourtant elle la gobe goulûment sans la moindre once d'hésitation. Le duo se réfugie inéluctablement dans son appartement ridiculement fastueux et s'adonne à une nuit de passe purement mercantile. C'est elle l'unique issue envisageable, car c'est l'aboutissement logique lorsque deux êtres profondément futiles entrent en collision. Pendant ce temps-là, John végète dans un état limbesque perpétuel d'adolescent, partageant un cagibi avec deux colocataires et tirant le diable par la queue. Sa vie minable sert de contraste affligeant au clinquant vide de sens que Lucy convoite avec tant d'acharnement. Il se livre à une tentative lamentable de joindre Lucy, espérant l'appâter pour qu'elle l'appâte à son projet théâtral narcissique et insignifiant. Lucy réussit finalement à contacter un client nommé Mark, le même individu qui a récemment eu un rencor avec Sophie. Mark rapporte que le rendez-vous fut un triomphe éclatant et qu'il a conçu une réelle tendresse pour Sophie. Ce compte-rendu enchante Lucy en dépit de son inaptitude absolue à contacter cette salope de Sophie sur son putain de téléphone. Elle débarque à l'agence, inconsciente du maelstrom de merde qui se prépare, uniquement pour que Violette lui annonce une nouvelle cataclysmique. Violette dévoile avoir été en contact avec l'avocat de Sophie car cet enculé de Mark l'a sexuellement agressée durant leur rendez-vous arrangé. Par conséquent, Sophie s'apprête désormais à traîner Adore en justice jusqu'à la faillite pour l'avoir ni plus ni moins livré en pâture à un prédateur violent. Lucy est légitimement atterrée, réalisant enfin que sa faute professionnelle a directement exposé une cliente qu'elle devait protéger à une agression brutale. Violet, l'automata managerial, lui enjoint de couper sur le champ tout contact avec Sophie. Lucy, totalement effondrée sous le poids de sa bourde monumentale, se réfugie aux toilettes et chiale toutes les putains de larmes de son corps. Plus tard, Lucy et Harry assistent à la pièce de John, une production théâtrale vraisemblablement aussi lugubre et dépourvue d'inspiration que sa propre existence. Après le spectacle, la troupe rejoint John et ses comparses artistes poseurs pour prendre un pot dans un troquet miteux du coin. Quand Lucy manifeste son désarroi face à un bordel monumental au boulot, John balaie d'un revers de main ses émotions. Il minimise son angoisse en la qualifiant de simple histoire de rencard, dévoilant ainsi les tréfonds abyssaux de sa vision nombriliste du monde. Son commentaire est d'une cruauté effarante, surtout au vu de la réalité traumatique que sa cliente Sophie a subie. Lucy, légitimement furieuse, décanée du bar avec Harry, laissant John mariner dans son art poser et désargenté. Au cours des réunions suivantes, l'exaspération de Lucy grimpe en flèche, tandis qu'elle fait face à un chapelet de requêtes féminines toujours plus saugrenues. Une femme, lesbienne et républicaine non déclarée, exige de ne fréquenter que d'autres républicains, un cocktail spectaculaire de haine de soi et de sectarisme politique. Une autre cliente réclame une sélection de partenaires exclusivement caucasiens, prouvant que le racisme décomplexé est désormais vendu comme une préférence personnelle. La dernière cliente expose un cahier des charges pour un partenaire si exhaustif et précis qu'il pourrait concurrencer une œuvre majeure de la littérature classique. La patience de Lucy finit par voler en éclats et à l'assène à ses clientes une vérité crue et sans concession. Suite à cela, Violet l'informe que la totalité de ses clientes s'est retirée des listes de l'agence. Violet interprète la crise de conscience de Lucy comme un simple burn-out, conséquence de son métier moralement en banqueroute. Lucy bascule alors en mode harcèlement, pistant littéralement Sophie à travers les rues de la ville dans une manœuvre désespérée pour imposer une discussion. Sophie remarque Lucy et prend aussitôt ses jambes à son cou, ce qui constitue la seule réaction sensée pour une femme ayant été si profondément trahie. Lorsque Lucy parvient enfin à la coincer, Sophie explose légitimement, la démolissant pour son incompétence désastreuse. Elle pulvérise verbalement Lucy pour avoir omis de faire la seule putain de chose pour laquelle on la payait, enquêter sur le passé de Mark pour déceler son historique de prédateur. Lucy essaye piteusement de justifier ses actes en ressassant son argumentaire stupide du « il cochait plein de cases ». Sophie refuse de supporter plus longtemps ces justifications lamentables et l'envoie paître sans ménagement. Totalement anéantie, Lucy téléphone à John et lui déballe en sanglotant toute l'étendue de sa débâcle professionnelle et personnelle.
Plus tard cette nuit-là, dans le lit, l'amant de Lucy effleure la jambe de Harry et perçoit une texture bizarre et artificielle. Il se dérobe tel un gamin pris en faute et s'esquive dans la cuisine, talonné par une Lucy dorénavant saisie par la suspicion. Il confesse alors que lui et son frère, Peter, ont eu recours à des opérations chirurgicales baroques pour accroître artificiellement leur stature. Ils se sont fait fracturer et allonger les os des jambes dans le seul but d'améliorer leur chance en amour. Cet acte incarne le summum absolu de l'attitude masculine pitoyable et complexée qu'un homme puisse manifester. Cette confidence grotesque provoque une épiphanie majeure chez Lucy quant à la nature véritable de leur liaison. Elle verbalise enfin la vérité flagrante qu'il n'existe absolument aucun amour authentique entre eux. Toute leur idylle a été érigée sur des fondements de futilité depuis sa genèse. Bien que Harry soit manifestement meurtri par cette confession, il ne peut réfuter la vérité fondamentale du diagnostic de Lucy. Ils rompent en bons termes, un dénouement étonnamment courtois pour une liaison bâtie sur une montagne absolue de vide. Lucy, ayant déjà sous-loué son appartement pour une virée en Islande avec Harry désormais avorté, se retrouve à la rue. Elle retourne inéluctablement se traîner aux pieds de John, le même homme qu'elle avait auparavant éconduit pour son manque chronique de fonds. Grâce aux piâtres recettes de sa vanité théâtrale, John emmène Lucy vers une destination quelconque dans le nord de l'État. Ils parviennent à s'inviter à une réception de mariage, tirant parti du petit boulot de John pour le traiteur de l'événement. Au cœur des réjouissances, Lucy et John partagent une danse et le mélo romantique attendu commence à dégouliner. Ils échangent un baiser en rebondissement scénaristique indispensable pour infliger leur réconciliation forcée aux spectateurs. Toutefois, John se recule et est saisi par une vague de désespoir accablant, conscient du chaos inhérent à leur situation. Il est totalement déboussolé, n'ayant aucune idée de sa place véritable au sein de leur dynamique tarabiscotée. Il lui déclare son amour indéfectible et sa foi persistante en leur avenir, le pauvre idéaliste bercé d'illusions. Pourtant, il sait pertinemment qu'elle l'a plaqué uniquement pour son absence de fortune, un obstacle monumental et démoralisant. À cet instant précis, Lucy reçoit un appel affolé d'une Sophie terrorisée. Elle est tétanisée car Mark, l'agresseur qui s'en est pris à elle, traîne juste devant son immeuble. Les forces de l'ordre s'avèrent inutiles, prétextant ne rien pouvoir faire puisqu'il ne commet aucun délit de manière flagrante. John, faisant preuve d'un éclair de compétence inhabituelle, reconduit sur le champ Lucy à Manhattan pour faire face à cette terrible épreuve. À leur arrivée, Mark s'est volatilisé, mais Sophie demeure une épave brisée et traumatisée. Lucy pénètre dans l'appartement de Sophie pour la réconforter, agissant enfin avec un soupçon de véritable empathie humaine. Les deux femmes font la paix et Lucy veille à ses côtés toute la nuit, se conduisant pour une fois en être humain respectable. Elle promet d'aider Sophie à neutraliser légalement ce prédateur abject, Mark, au moyen d'une ordonnance d'éloignement. Le matin suivant, Lucy émerge pour trouver John toujours en faction sur le perron, l'ayant attendu toute la nuit. Cet homme a littéralement monté la garde pour elle pendant la nuit entière. Il lui déclare à nouveau son amour profond, détaillant toutes les concessions qu'il est disposé à faire pour leur couple. C'est une supplique brute et désespérée de la part d'un homme qui devrait avoir assez d'amour-propre pour simplement tourner les talons. Et pour un motif absolument incompréhensible, cette preuve de dévouement réussit véritablement à fissurer sa carapace de cynisme. Lucy capitule finalement, validant l'accord par un baiser grandiloquent et théâtral. Un temps indéfini plus tard, on aperçoit Lucy et John partageant un déjeuner fleurs bleues à Central Park. Le monologue de Lucy déblatère des balivernes philosophiques sur le songe des tout premiers hommes des cavernes à avoir connu l'amour. Elle fait une allusion limpide au couple préhistorique de la séquence d'ouverture, une figure de style d'une paresse inexcusable. Elle reçoit un appel de Violette qui agite sous son nez une promotion à son propre poste de direction en guise d'appart. Toutefois, Lucy avait déjà pris la décision de fuir sa carrière aliénante, rendant l'offre idéalement chronométrée pour un refus. Elle notifie à Violette qu'elle va étudier la proposition, l'argot managérial convenu pour dire 100 mois. John offre alors à Lucy une bague florale, imitant stupidement le geste primitif du prologue du film. Il lui demande si elle est prête à être sans un sou à ses côtés, une tirade qui serait presque séduisante. Elle acquiesce à sa proposition absurde, ayant prétendument intégré une leçon profonde sur la futilité de la fortune. Le générique final défile sur un potpourri de couples variés, Lucy et John inclus, se dirigeant vers un palais de justice. Ils patientent tous en ligne pour obtenir des permis de mariage, une procession de lemmings béats s'apprêtant avec zèle à réitérer les mêmes magnifiques et stupides erreurs que toutes les générations les ayant précédés.